Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans notre webinaire qui sert de séance inaugurale de nos webinaires gratuits pour 2021. Merci à nos deux experts qui ont accepté de nous accompagner sur cette première activité, sur ce premier webinaire gratuit que nous voulons organiser cette année. Et comme vous l'avez vu, le thème est un thème d'actualité. Et nous voudrons vous remercier pour votre participation. Nous voudrons aussi vous présenter nos meilleurs vœux à vous, vos collaborateurs, à vos familles pour l'année 2011. Vous savez, comme vous le savez, l'aventure des webinaires gratuits, nous l'avons commencé depuis il y a 6 mois, en juin 2020. Et la situation de Covid était un peu propice à cela, mais c'était aussi un outil pour nous faire connaître en tant que cabinet d'expertise dans le secteur de la microfinance. Donc, nous sommes le cabinet FSH Perspective auquel vous êtes désormais habitués et nous vous proposons des services en lien avec les besoins de renforcement des capacités, mais aussi de connaissance du marché et aussi de la communication digitale. Et comme vous l'avez déjà remarqué, nous sommes vraiment orientés sur le secteur de la microfinance et nous espérons que cette année, ça va être vraiment une année où nous allons vraiment concrétiser tout ce que nous avons commencé ensemble il y a 6 mois. Et qu'est-ce que nous avons réellement fait l'année dernière grâce à vous? Nous avons pu organiser quand même en 6 mois 7 webinaires, dont un forum en ligne que nous avons organisé sur le thème de l'éducation financière avec 4 intervenants de plusieurs pays, dans le Sénégal, le Bénin, la RDC et la Côte d'Ivoire. Au total, de façon cumulée, nous avons eu pour nos webinaires 826 inscrits. Et en termes de participation réelle, 431, soit un taux de participation de 52%, ce qui est vraiment dans les normes lorsqu'il s'agit d'événements en ligne gratuits. Donc, vraiment, cette participation montre que nos webinaires ont montré un intérêt pour vous en tant que praticien du secteur de la microfinance ou du secteur financier. Nous avons aussi essayé d'organiser un atelier de formation en ligne sur le plan de continuité des activités. Et nous avons quand même pu mobiliser 11 participants de plusieurs pays, Bénin, Togo, Burkina Faso et la RDC. Donc, ça montre que quand même, en peu de temps, grâce à votre soutien, nous avons réalisé quand même des activités et puis aussi des performances quand même qui sont dans les moyennes lorsqu'on offre des services en ligne. Une fois encore, merci pour ce soutien. Alors, nous allons continuer en 2021 et c'est le but de cette séance inaugurale de nos webinaires gratuits. Nous allons continuer avec les webinaires gratuits, toujours avec des thématiques d'intérêt pour vous en tant qu'institution de microfinance ou institution financière tout court. Nous allons diversifier nos ateliers de formation en ligne et les mettre sur plusieurs thématiques, plusieurs domaines d'intérêt pour vous, mais aussi inaugurer ce que nous allons appeler les masterclass où nous allons inviter vraiment des experts de haut niveau pour des personnes responsables de gestion des institutions, les managers, pour les amener réellement à renforcer leurs capacités sur des thématiques d'intérêt, mais avec des outils, avec des transferts de compétences réels qu'ils pourront directement mettre en œuvre au niveau de leur institution. Nous proposerons aussi des offres d'assistance technique dans des domaines de la gestion de performance sociale et plan de continuité des activités. C'est ce qui est déjà pratiquement disponible à notre niveau, mais nous allons l'enrichir au cours de l'année. Alors, pour nous permettre réellement de toujours être collés à vos besoins, nous avons lancé une enquête et nous espérons que vous allez remplir. Nous n'avons pas eu encore beaucoup de retours. Je vais envoyer l'adresse, le lien pour remplir l'enquête dans vos boîtes chat en espérant que vous allez nous donner votre avis pour nous permettre réellement d'avoir des événements, des activités, des offres qui sont vraiment adaptées à vos besoins. Merci pour le soutien, merci pour la présence, pour l'assistance que vous avez apportée à notre cabinet depuis juillet où nous avons commencé ces rendez-vous numériques ou digitaux. Alors aujourd'hui, c'est la première séance de l'année pour nos webinaires gratuits et nous avons
essayer, comme à notre habitude, de vous mobiliser des personnes dont l'expertise n'est plus à démontrer, conformément à notre devise qui est toutes les expertises à votre portée. Et cette fois-ci, nous avons deux pointures du secteur de la microfinance en termes de renforcement des capacités et d'assistants techniques. Il y a M. Didier Joy et M. Guibri. Je voudrais les remercier pour leur soutien. Ils n'ont pas ménagé leur soutien lorsque je leur ai demandé pour participer à cet événement. Alors, M. Joy, c'est un Béninois. Alors, c'est pour nous qui avons démarré dans le secteur, c'est l'un des pionniers en matière de renforcement de capacités des institutions de microfinance, en matière de professionnalisation surtout, l'un des premiers consultants en Afrique, en Afrique de l'Ouest au moins, pour l'assistance technique, la formation des institutions de microfinance. Il a été aussi le premier président du consortium Alafia, donc c'est pour vous dire qu'en termes de professionnalisation du secteur, il a été devant les événements très tôt, déjà dans les années 2000, 1998 même, si mes souvenirs sont bons. Mais il a été aussi conseiller technique au niveau du ministère de la microfinance chez nous, et directeur du Partenaire pendant longtemps, directeur aussi du bureau de Planète Finance pour l'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est une personne d'expérience, une personne d'expertise qui va essayer de partager son expérience avec nous sur le thème qui est l'année post-Covid-19. Quels sont les défis des institutions pour 2021? Comme vous le savez, l'année 2020 a été difficile pour tout le monde. Maintenant, est-ce qu'on est sorti de la situation? Parce que j'ai eu beaucoup de questions par rapport au thème de l'année post-Covid. De toutes les façons, on n'est plus au démarrage du Covid, on est quand même à un moment où on peut dire qu'on n'est plus on n'est pas complètement sorti, mais on n'est plus loin de la sortie, je pense. Donc, avec l'expertise de M. Joy, on va vraiment répondre à cette question-là. Sommes-nous déjà en post-Covid? Mais on va s'entendre tout à l'heure. Alors, le second animateur qui va nous parler réellement sur l'aspect de mobilisation de financement, parce que comme le disait un doyen, M. Komaklo, en période de crise, c'est le cash qui est roi. Donc, si nous sommes en crise, si nous n'avons pas d'argent, nous allons avoir des difficultés. Alors, nous avons M. Djibril Bengue qui va nous parler un peu de comment nous pouvons nous organiser en tant qu'agent de microfinance pour mobiliser les ressources financières en cette période. M. Djibril Bengue, comme je l'ai dit, c'est un condensé de compétences, de perfection et de séduction à la fois, et qui depuis plusieurs années travaille dans le secteur à renforcer les capacités. C'est l'un des formateurs les plus experts, les plus expérimentés au niveau de SIGAP, des modules SIGAP pendant longtemps. Personne ne ressource du SIGAP sur ces modules-là, avec un passage à l'UNCDF, avec aussi à la Banque mondiale. Et depuis quelques années, il est complètement dans le financement des institutions de microfinance, mais aussi des PME, avec son passage au niveau de l'ICO-crédit au Sénégal et au niveau de Grofin Sénégal aussi. Et sa perfection, sa recherche permanente de l'efficacité, surtout de la finesse, est toujours ce qui séduit quand on rencontre Djibril. Djibril ne fait rien au hasard. Il veut toujours être précis, pointu dans ce qu'il fait. Donc, vous voyez vous-même que c'est vraiment deux expertises de haut niveau, de pointu, international, et je souhaite vraiment que vous en tirez profit pour le renforcement des capacités. Et comme toujours, nos experts sont tous disponibles lorsque vous le souhaitez pour vous accompagner sur diverses thématiques quand vous en manifesterez le besoin. Merci pour la présence et je voudrais laisser la parole à notre premier intervenant, M. Didier Joy, pour planter le décor par rapport à sa présentation. Merci, doyen, d'être là. Vous avez la parole. Vous pouvez activer votre micro. Voilà. Vous m'entendez? Oui. Allez-y. Partagez votre écran et allez-y. OK. Ouais.
J'essaie de le partager. Est-ce que vous le voyez? Pas encore, mais ça va venir. Allez-y. Pas encore? Ah. Okay. C'est bon? Oui, c'est bon maintenant. OK. Mettez en mode diaporama pour que ça soit plus lisible. Oui, oui. Je vais Voilà. y aller. Voilà, allez-y. Voilà. Merci. Alors, je remercie Sylvestre pour m'avoir associé à cet échange. Je remercie aussi tous les participants. Je pense que nous allons discuter un peu de cette question importante qui persiste et qui perturbe tous les jours et nous-mêmes et les institutions. Je vais présenter la communication en 4 points. Un premier point sera l'introduction. Un deuxième point, faire un bref rappel de l'effet du COVID-19 sur les SFD, le secteur financier en général, au cours de l'année 2020. Je vais essayer un peu de parler de ce qu'on doit espérer en termes de défis stratégiques, de défis financières, chambouler les politiques économiques, remis en cause les plans et programmes laborieusement élaborés. Et le virus va bientôt achever une année de circulation planétaire, déroutant par son imprévisibilité les systèmes de veille et de traquage les plus élaborés. Vous voyez bien ce qui se passe encore dans le monde par rapport à ça. Nous sommes en Afrique ici qui sont relativement intéressants par rapport au reste du monde. La pandémie s'est installée dans tous les interstices de notre vie. Au quotidien, et l'événement ne pouvait donc échapper aux sentis et regards d'analystes. Indiscutablement, cette pandémie continue d'être d'une gravité que l'on qualifie de choc multidimensionnel, donc à répercussions multiformes. Nous espérons que nous produiront des impacts sur le secteur de la finance qui nous réunit tous. Alors, en point 2, j'ai prévu parler un peu du rappel de l'effet du Covid, les SFD et le secteur financier en général. Alors, du monde, sachant que cette situation est très incertaine et le dans le rapport annuel sur l'économie de l'Afrique en 2020, publié par Policy Center for the New South, deuxième édition, c'est un rapport qui est sorti il y a environ Allô, monsieur Joy, on entend pas de monsieur Joy, on dirait là. La connexion pose problème. Ok. On va donner un petit instant à M. Joy pour qu'il nous rejoigne encore. Là, on l'a perdu.
En attendant que M. Doy nous rejoigne, il y a M. Sidibé qui a levé la main. Est-ce qu'il a une question pour nous? Vous pouvez activer votre micro et nous parler. Ok. Oui. Bonjour, M. Sylvain. Oui, C'était bonjour. pour savoir simplement si la nature du problème technique, c'est pas bon, comme on était coupé. Oui, c'est sûr que c'est une question d'Internet. Il se connaît déjà. Ah, ok, ça marche. Ouais. Ok, bienvenue, bienvenue. Activez votre micro maintenant et partagez votre écran. Monsieur Dion, je peux faire défiler votre présentation d'ici, hein, si vous avez des difficultés à le partager. Oui. S'il vous plaît, Monsieur Joy, est-ce qu'on peut permettre à Djibril de commencer sa présentation le temps que vous réglez les problèmes et techniques à votre niveau?
Oui, monsieur Joy. Oui, pour ne pas perdre du temps, je peux laisser Djibril démarrer et puis après vous allez venir. Oui, d'accord. Merci. OK. Monsieur Djibril, vous pouvez démarrer, hein, vous pouvez faire votre présentation. Là, on va gagner du temps. Merci beaucoup. Et toutes mes excuses aux participants pour cette aléa, comme c'est la technique. Parfois, ça nous joue des tours. OK, oui. Sylvestre, merci. On dit parfois, ça se comprend. Donc, bonjour tout le monde. C'est un réel plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour partager cette thématique. Comme l'a dit Sylvestre, je vais mettre le focus, moi, sur beaucoup plus la partie recherche de financement au niveau des institutions de microfinance. Et à ce titre, ce que je voulais, c'est juste avoir un plan de présentation sur 4 points. Et je vais essayer d'y aller très rapidement et permettre à mon ami Didier de revenir. Le premier, c'est juste d'essayer de voir ce que les pays et les institutions de microfinance sont en train de faire face à la pandémie de COVID-19. Je vais aussi voir un peu les attentes des bailleurs et des investisseurs parce que, comme on l'a dit, avec cette pandémie de COVID, il y a des perspectives qui ont changé. Que ce soit les bailleurs, les investisseurs, les États, il y a eu un changement de paradigme, un changement d'approche par rapport au développement, mais surtout un alignement par rapport aux objectifs de développement durable. Le troisième point va porter sur les interventions des bailleurs et des investisseurs en termes de montant, les secteurs qui sont privilégiés, mais essayez de voir les instruments qui sont utilisés. Vous verrez que je vais me baser sur des études de SIGAP et de Symbiotique et qui ont été faites jusqu'en 2018 et 2019. Mais vous verrez qu'entre 2018 et 2019 et le démarrage des activités de COVID en mars 2020, même s'il y a eu des changements, on peut les intégrer dans la démarche des institutions de microfinance dans le cadre de leur recherche de financement. Et le dernier point, je vais essayer d'être un peu provocatif, parce que je vais demander s'adapter ou disparaître en parlant des institutions de microfinance. Pour le premier point, vous allez vous rendre que de par le monde, avec COVID, les États ont eu à redéfinir un certain nombre de stratégies par rapport aux zones de développement. Avec COVID, les gouvernements, les États, les banques au niveau pays ou bien au niveau régional ont eu à développer un certain nombre de stratégies. Et parmi ces stratégies, on peut noter un soutien au système de santé. Et ça va de soi, parce que c'est une pandémie, c'est des problèmes de santé qui se posent de par le monde. Donc, le soutien au système de santé devient une priorité pour les États et pour les institutions de financement au développement. Un deuxième élément qu'il faut prendre en considération, c'est le soutien à l'agriculture, à la pêche et au tourisme, surtout pour les pays qui n'arrivaient pas à avoir leur sécurité ou bien leur autosuffisance alimentaire. Avec la fermeture des frontières partout dans le monde, on s'est rendu compte que le niveau de stock de nourriture au niveau de certains pays était de 3 à 6 mois. Donc, c'est une catastrophe qui était devant nous, et ce qui fait qu'il y a une réorientation des priorités des États en mettant l'accent sur l'agriculture, sur la pêche, mais aussi sur le tourisme, qui est source de captage de devises, et les secteurs touristiques dans beaucoup de pays ont été affectés par la pandémie. Un autre élément, c'est un soutien aux ménages, parce que les activités ayant diminué, beaucoup de pays ont eu à créer des filets de sécurité, non pas pour les personnes qui sont diminuées, mais surtout pour les classes qui sont en bas de l'échelle, mais aussi le middle class, comme on l'entend souvent, pour leur permettre de ne pas perdre leurs emplois, mais aussi appuyer les entreprises. C'est de là aussi où on a la protection des entreprises. Un élément aussi assez important, c'est la lutte contre le chômage, mais aussi pour l'appui au secteur financier qui va nous intéresser. C'est que l'autre aussi qu'on avait avant, avoir le moins d'intervention des États au niveau du secteur financier, ça a changé avec cette pandémie, parce que le secteur financier avait besoin d'un appui conséquent pour permettre un refinancement de l'économie, non pas l'économie virtuelle, mais l'économie réelle.
Si on vient maintenant au niveau des institutions de microfinance, je vais juste mentionner 2 niveaux en termes de conséquences. Le premier niveau, c'est au niveau opérationnel. Avec cette pandémie et les mesures de restriction qui étaient prises par les États, on s'est rendu compte qu'au niveau des agences et des guichets des institutions de microfinance, souvent on a eu une restriction des opérations et parfois dans certains pays même une fermeture totale des agences et des guichets, ce qui a eu un impact assez extraordinaire, négatif, dramatique au niveau des institutions de microfinance, mais aussi au niveau de leurs clients et de leurs bénéficiaires. Il y a eu, ce qui s'en est suivi, c'est un chômage technique ou une rotation du personnel, des changements d'horaire au niveau du personnel. Sur le niveau opérationnel, très rapidement, pour les institutions de microfinance qui s'étaient lancées dans la digitalisation, ils se sont rendus compte avec, surtout dans les pays où il y a l'utilisation des agents non bancaires, il y a des possibilités avec le mobile money de continuer à faire des transactions en termes de cash in, cash out, en termes de remboursement de crédit, en termes de décaissement de crédit, etc. Donc, il y a eu quelques alternatives qui ont été trouvées, mais pour les institutions de microfinance dont l'ensemble des activités étaient tournées autour des agences et des guichets, avec ces restrictions, on a eu un impact assez négatif et ça a même touché leur portefeuille de crédit. Et là, je viens au niveau de la partie management. Au niveau de cette partie management, il y a qui en a parlé tout de suite. Le premier problème, c'était un problème de trésorerie et un problème de liquidité. Même si on a vu des institutions de microfinance qui nous ont dit que malgré cette crise, le niveau de mobilisation de l'épargne n'a pas diminué. Mais ça, parfois, c'est des cas exceptionnels, parce que même s'il y a une augmentation du niveau de mobilisation de l'épargne au niveau de la clientèle, la dégradation de la qualité du portefeuille aura un impact assez extraordinaire sur la trésorerie de ces institutions de microfinance. Maintenant, au-delà, avec les relations avec les banques centrales, les autorités monétaires, les structures de réglementation et de supervision, on a noté de part et d'autre une dégradation des indicateurs de performance, mais aussi des normes prudentielles, surtout avec la dégradation du portefeuille qui a impacté sur le niveau de revenus de ces institutions et donc qui a touché un certain nombre d'indicateurs de gestion prudentielle. On a aussi une diminution très forte des ressources mobilisées auprès des clients et parfois au niveau des investisseurs. Pourquoi au niveau des investisseurs? Parce que lorsque les États changent de priorité, les investisseurs aussi changent de priorité. Donc, je vais revenir sur cette partie. Et le dernier point qui a eu un impact assez grave au niveau de la liquidité de ces institutions, c'est les demandes de restriction et de moratoire au niveau des clients. Demandes souvent qui ont été cautionnées, qui ont été appuyées par les États et les banques centrales, même si toutes les institutions de microfinance ne l'ont pas appliqué. Donc, si je reviens au niveau des attentes des bailleurs, en reprenant un peu un certain nombre d'études que le SIGAP et d'autres structures ont eu à faire en 2018-2019, bien avant Covid, on s'est rendu compte que le financement des bailleurs et des investisseurs était orienté, était linké, comme on dit, sur des éléments des objectifs de développement durable. Plus particulièrement l'ODD numéro 8 qui porte sur l'accès à des emplois décents. On s'est rendu compte que les institutions de microfinance qui avaient des stratégies orientées vers l'accès à des emplois décents pouvaient bénéficier de ressources beaucoup plus importantes au niveau des bailleurs et des investisseurs, que ce soit public ou bien privé. Ensuite, nous avons l'ODD numéro 1 qui porte sur lutter contre la pauvreté. On peut dire que toutes les institutions de microfinance dans leur mission ont des objectifs de lutter ou bien de contribuer à la lutte contre la pauvreté. Mais tant qu'il n'y a pas des indicateurs d'impact mesurables de la part des institutions de microfinance, il est très difficile pour les bailleurs et les investisseurs d'investir dans ces différents secteurs. Donc, les 7 secteurs qui ont capturé le plus de financement depuis 2018, ou bien les années passées, de la part des investisseurs et des bailleurs publics et privés, et l'ODD 8, qui est l'accès à des emplois, l'ODD 1 sur lutter contre la pauvreté, lutter contre la faim, l'accès à la santé, l'égalité entre les sexes, bâtir des infrastructures qui intègrent aussi les éléments liés à l'innovation, mais aussi la réduction des inégalités entre hommes et femmes, surtout dans les milieux ruraux. Il y a 3 autres
secteurs qui sont intégrés de part et d'autre. C'est l'accès à une éducation de qualité, l'accès à l'eau et à l'assainissement, mais aussi les énergies renouvelables. Et je vais revenir sur ça. Si vous regardez ce tableau nous montre le nombre de dossiers, de projets financés par les bailleurs et les investisseurs en fonction des ODD. Et comme je l'ai mentionné tantôt, l'ODD qui a pu capturer le plus de projets, c'est l'ODD 8 qui porte sur des emplois décents, puis par l'ODD 1 qui porte sur la lutte contre la pauvreté. Qu'est-ce que cela veut dire? Cette perspective va continuer, cette dynamique va continuer. Parce que de plus en plus, avec la rareté des ressources au niveau des investisseurs, le fait de contribuer à l'atteinte des ODD par le biais des Nations Unies verra qu'il y aura un recentrage des priorités à la fois au niveau des ODD, mais aussi au niveau des activités qui vont permettre à la fois de toucher les ODD, mais qui vont aussi nous permettre de régler un nombre de problèmes qui ont été créés par la pandémie de COVID-19. Et parmi ce ciblage, il y a l'agriculture, il y aura la santé. Vous verrez que les institutions financières, institutions de microfinance qui financent des projets de santé pourront capturer un certain nombre de ressources de la part des bailleurs et des investisseurs, mais nous allons y revenir après. Le deuxième point de ma présentation sur la base de l'étude qui a été faite par le SIGAP et Symbiotique entre 2011 et 2018-2019, à la fois au niveau de tous les bailleurs, plusieurs bailleurs et investisseurs, mais aussi de la part de certains véhicules d'investissement, certains MIVs, ce que je veux montrer, comment la répartition montant des secteurs et quels sont les instruments qui ont été utilisés. Et l'intérêt, c'est de pousser les institutions de microfinance à se voir, mais attends, c'est ça l'attente des bailleurs et des investisseurs, mais quelle doit être notre stratégie en tant qu'institution financière pour pouvoir capturer de façon opportunistique, pouvoir capturer les ressources des bailleurs et des investisseurs. On a deux tableaux. Le premier graphique que vous avez à votre gauche, c'est une étude qui a porté sur les financements au niveau du secteur de la microfinance, de l'inclusion financière partout dans le monde. Et vous vous rendez compte qu'en 2018, le montant des financements est de 47 milliards de dollars US. Et sur les 47 milliards de dollars US, on avait 34 milliards qui venaient de financement privé, de financement public, excusez-moi, et c'est les 13 milliards qui venaient seulement du financement privé. Donc, vous pouvez prier de corriger un peu. Les 34 milliards, c'était les financements publics, et le privé n'est intéressé qu'à hauteur de 13 milliards de dollars, c'est au niveau mondial. Et lorsqu'on parle d'investisseurs publics, à part les États et autres, il faut intégrer ce qu'on appelle les institutions de financement du développement. Donc, AFC, on a Proparco, on a DFID, on peut avoir KW, et toutes ces institutions, on les considère, dans le cadre de cette étude, ont été considérées comme étant des investisseurs publics. Maintenant, si vous regardez les 47 milliards de dollars qu'on avait en 2018, si vous voyez la part de l'Afrique au sud du Sahara, on était à 4,6 milliards, moins de 10% de l'ensemble des financements. Cela veut dire qu'il y a beaucoup de choses à faire et je vais y revenir sur la dernière partie de ma présentation. Mais mieux, pour regarder aussi la part que nous avons au niveau de l'Afrique, au niveau du sud du Sahara, 4,1 milliards, c'était des financements publics. Et si vous regardez un certain nombre d'institutions de financement du développement comme KFW, AFD, etc., AFC, vous vous rendez compte que souvent, c'est des institutions qui ciblent ce qu'on appelle des institutions de microfinance de Tier 1, c'est-à-dire des plus grandes institutions de microfinance. Ce qui fait qu'on laisse en rade beaucoup d'institutions de microfinance de taille 2 et de taille 3, ce qu'on appelle Tier 2 et Tier 3, institutions de microfinance. Mais là aussi, il appartient à ces institutions de voir en termes de stratégie comment faire pour pouvoir capturer les ressources de ces bailleurs et des investisseurs en faisant un link entre la stratégie qui va être mise en œuvre et les ODD et l'impact de COVID sur la population au niveau mondial. Et ce qui est intéressant, si on reste au niveau de l'Afrique, au niveau aussi du Sahara, on verra que sur les 4,6 milliards de dollars d'investissement qu'on a eu en 2018, les petites et moyennes entreprises représentaient la partie la plus importante. Donc, si vous voyez, on avait 696 dossiers qui ont été financés, projets,
Et sur les 696 projets, les financements au profit des institutions financières qui financent bien, qui ont une stratégie PME, ces institutions financières ont eu à capturer 43% des projets qui sont financés. Donc, c'est 296 projets, suivis par la finance rurale et l'agriculture, et ensuite la finance digitale qui vient de plus en plus. Donc, je pense qu'on va revenir, on pourra sur les questions et réponses revenir un peu sur ça. Maintenant, il est important de voir aussi quels sont les instruments qui sont utilisés. Si je prends une institution mutualiste et coopérative d'épargne et de crédit, il est très difficile de lever de l'equity, c'est-à-dire de participation, parce que le caractère institut de l'institution souvent ne permet pas de lever ce genre de financement. Ce fait que les institutions qui ont eu à lever les financements, les 11% que nous avons dans notre graphe, c'est beaucoup des sociétés anonymes de microfinance, des greenfields qu'on a eu. Donc, ça a une bonne partie des institutions financières qui ont été mises en rade. Ce qui fait que les institutions mutualistes d'épargne et de crédit et les autres institutions de petite taille doivent mettre l'accent sur la partie dette, le financement de leurs activités grâce à la dette, le financement par dette des bailleurs et des investisseurs. Mais pour ça, là aussi, il faut faire un linkage entre le financement qui va être effectué et l'impact social qu'il faut montrer. Parce que de plus en plus, il y a un certain nombre d'éléments en termes sur l'environnement social et la gouvernance, l'impact au niveau de la population qu'il faut montrer. Je disais tantôt que pour les années à venir, si on a une institution de microfinance qui montre que j'ai une stratégie de financement de la santé, j'ai une stratégie de financement de l'éducation, j'ai une stratégie de financement des femmes en milieu rural, j'ai une stratégie de financement des chaînes de valeur, mais vous avez aussi des indicateurs qui puissent montrer ces différents éléments, vous pourrez capter un certain nombre de ressources au niveau des bailleurs et des investisseurs. Mais ce qui est très important et qu'il faut prendre en considération, c'est la part des subventions. Parce que quoi qu'on dise, de plus en plus, nous avons des bailleurs et des investisseurs qui continuent à subventionner un certain nombre de structures d'institutions. Mais dans les 31% de subventions que nous avons ici, il y a une partie qui concerne directement les institutions de microfinance pour financer leurs feuilles, pour financer leur développement, les éléments, un système d'information de gestion, pour financer des audits sociaux, des audits financiers, etc. Mais il y a aussi une bonne partie qui concerne un appui au gouvernement, aux banques centrales, pour mettre en place un secteur de microfinance, un cadre légal et réglementaire qui est adapté. Il y a aussi un type de financement qui n'est pas très bien connu au niveau aussi du Sahara, c'est les financements structurés. Et ça, c'est quoi? Je donne un exemple très simple. Une institution de microfinance qui a été impactée par COVID, pour essayer de voir avec la dégradation de son portefeuille, comment faire un financement structuré par rapport à son portefeuille crédit. Et de voir, est-ce qu'il y a une possibilité de vendre à un bailleur, à des investisseurs ou à d'autres compagnies, une partie du portefeuille qui est payé, etc. Et essayer de voir quels sont les types de garanties qu'il faut mettre en place. Ce type de financement structuré, de plus en plus, on les a dans les autres parties du monde. Et je pense que c'est un élément qu'il faut intégrer dans les réflexions de nos institutions de microfinance. Et pour terminer, juste pour provoquer un peu. Premier élément de provocation, comme je le disais, si les institutions de microfinance veulent continuer à capturer des ressources des bailleurs et des investisseurs, il y a un élément de réflexion pour essayer de voir est-ce que les objectifs de ces institutions de microfinance sont alignés aux objectifs de développement des pays et des bailleurs et des investisseurs. Et à ce niveau, ce que je demande souvent à nos institutions de microfinance, d'essayer de voir les 17 objectifs de développement durable et de voir aussi les 169 cibles. Normalement, toutes les institutions de microfinance peuvent rentrer dans ce cadre. Mais rentrer dans ce cadre, c'est quoi? C'est essayer de voir quels sont les indicateurs que nos systèmes d'information de gestion au niveau des institutions peuvent développer pour permettre de montrer à ces bailleurs et des investisseurs qu'effectivement, en nous finançant, avec notre stratégie, il y a des critères qu'on peut atteindre qui vont vous permettre, vous, bailleurs et investisseurs, vous, État, à partir de contribuer à l'atteinte des ODD sur une période qui peut être à 3, 4, 5 ans. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément et le premier sont liés, c'est-à-dire avoir les ODD, tous ces indicateurs d'impact qui vont essayer de montrer. Il ne suffit pas de dire que j'ai un taux de portefeuille à risque de 2%. Il ne suffit pas de dire je respecte l'indicateur d'adéquation du capital.
Il ne suffit pas de dire que bon, ma nombre de liquidités a été respecté. Oui, ça c'est un fait. Mais quel est l'impact au niveau de nos populations? Quel est l'impact au niveau de notre économie? Quel est l'impact en termes de développement? Ça, je pense que c'est des indicateurs qu'il faut développer. Le troisième point, c'est de repenser les processus d'analyse, de traitement et de gestion des crises. De plus en plus, il faut penser à l'automatisation un peu des process. On l'a vu avec la pandémie. On ferme les guichets, on ferme les frontières, mais les activités doivent continuer. Comment? Comment faire pour que, de telle sorte qu'une partie du personnel puisse rester à la maison, mais qu'on puisse continuer à faire fonctionner notre institution? Et là, c'est des automatisations et c'est des processus qu'il faut repenser. En termes de montage et de sélection des dossiers, en termes de scoring, on a la chance en Afrique de l'Ouest de plus en plus, avec le crédit bureau, d'avoir des outils qui vont permettre un peu de faire de l'analyse en termes de risque, en fait un scoring pour voir quel est le niveau de risque par rapport à des types de clientèle. Donc, de plus en plus, il faut continuer cette réflexion en termes d'automatisation un peu des processus. Un autre élément aussi, les 3 et le point 4 sont liés, c'est de plus en plus le partenariat. Mettre des partenariats avec les fintechs pour se développer. Ça c'est un changement de dynamique, c'est un changement de paradigme qu'il faut s'imposer. Il y a des institutions qui ont commencé, mais de plus en plus, il faut essayer de voir quelles sont les leçons apprises. À ce niveau, on a vu que l'UNCDF fait beaucoup de choses en termes d'accompagnement et je pense qu'il y a des portes qui peuvent s'ouvrir pour certaines de nos institutions. Le renforcement de la capacité du personnel à analyser l'environnement. On est dans un environnement maintenant où il faut avoir une vision assez prospective. Là, on parle de beaucoup plus de l'intelligence économique. Essayer de voir qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir. Et cette analyse prospective, pour la faire, il faut avoir un personnel qui est bien formé et qui permet de faire de la prospective. Mais de plus en plus aussi, Covid a montré que la gestion actif-passif, la gestion de la trésorerie, les plans de continuité des activités et surtout le stress testing sont des activités qu'il faut intégrer, qu'il faut institutionnaliser au niveau de nos institutions financières, que ce soit banques ou institutions de microfinance. Le stress testing est déjà au niveau des banques est imposé avec BAL 3, BAL 4, mais de plus en plus dans nos institutions de microfinance, il faut qu'on arrive à faire des tests, qu'on puisse des scénarios. Qu'est-ce qui va se passer si tel se passe? Qu'est-ce qui se passe, etc., etc. Là, de plus en plus, je pense qu'on est obligé de rentrer dans cette dynamique. Institutionnel aussi la culture de gestion de risque. Et lorsque je parle de la culture de gestion de risque, et je peux en parler, parce qu'actuellement, je suis en train de mettre en œuvre un programme pour ICO et Massacre au Sénégal, au Rwanda, au Burkina et en Éthiopie. Mais on prend la gestion des risques, non pas étant un élément où il faut aller contrôler, mais c'est cette dynamique de réflexion prospective pour voir comment l'institution, quels sont les risques auxquels on doit faire face dans le futur. Et ça touche de façon transversale toutes les activités de l'institution. Et on se rend compte que les institutions de microfinance qui ont eu à institutionnaliser une culture de risque arrivent à bien gérer le portefeuille, arrivent à bien gérer l'adéquation entre l'actif et le passif, donc à jouer sur la trésorerie, mais arrivent aussi à faire une analyse assez prospective d'un certain nombre d'éléments de risque qui peuvent venir, mais aussi des vulnérabilités, parce que c'est beaucoup plus en termes de vulnérabilité. Et le dernier élément, comme je le disais tantôt, et je vais terminer par là, le monde a changé. Les bailleurs et les investisseurs ont changé leur façon de faire. Avant, si vous aviez un dossier au niveau d'un bailleur ou bien d'un investisseur, il y a le bailleur qui va envoyer son équipe pour venir faire une mission de due diligence sur le terrain, rencontrer les équipes, analyser, etc. Mais avec Covid, avec la distanciation, ce n'est plus possible. Tous les bailleurs et les investisseurs sont en train de mettre en place des mécanismes de due diligence en ligne, de faire leur mission tout en restant au niveau des sièges, que ce soit à Nairobi, que ce soit à Abidjan, que ce soit à Paris, à Londres, etc. Maintenant, les institutions de microfinance aussi qui veulent lever des fonds au niveau de ces bailleurs doivent s'adapter un peu par rapport à cette nouvelle donne. Et comment adapter par rapport à cette nouvelle donne? Il faut commencer dès à présent à tester les systèmes d'information de gestion en se disant quels sont les besoins en termes de due diligence des bailleurs et des investisseurs. Est-ce que notre système d'information de gestion arrive à sortir ces informations? Et en temps réel. Et si on arrive à faire ça, ça permet aux bailleurs et aux investisseurs de diminuer les coûts liés aux due diligence. Et souvent, si les coûts liés aux due diligence sont diminués, ça peut même avoir un impact sur le risque, sur le taux d'intérêt qui est appliqué au niveau des institutions de microfinance.
Donc ça, mon ami Sylvestre, puisque c'est simplement une session introductive, on aura, je crois, d'autres sessions. Je voulais juste mettre ça sur la table complément pour montrer aux institutions de microfinance et d'autres structures qu'il y a un changement de paradigme qui est là, qu'il y a un besoin de changer de mentalité pour essayer de s'adapter à un certain nombre de normes. Les objectifs de développement durable, les 167 cibles au niveau des ODD, les besoins des pays, mais aussi les besoins des bailleurs et des investisseurs avec cette pandémie. On parle de session post-Covid, mais avec la deuxième vague, on ne sait même pas si ce sera post-Covid ou bien Covid va continuer encore en 2021, en espérant que durant le deuxième trimestre de 2021, qu'on puisse sortir de cette pandémie et que les institutions de microfinance retrouver leur situation. Merci. Merci beaucoup, Djibril, pour cette présentation qui a permis quand même de montrer l'importance aujourd'hui pour les institutions de s'adapter, de se transformer parce que de nouveaux paradigmes apparaissent et la période de Covid l'a encore montré davantage. Et puis les attentes des bailleurs sont en train de changer. C'est à nous de nous adapter à ça pour continuer à trouver les financements nécessaires dont nous avons besoin pour nos activités. Alors, je voudrais voir si M. Joy est prêt pour pouvoir faire sa présentation. Monsieur Joy, vous êtes là? Vous pouvez activer votre micro, votre caméra si c'est... OK, parfait. Donc, je précise que les questions vont venir après la séance de questions-réponses va commencer après la présentation de M. Joy. Merci encore de rester avec nous pour suivre cette présentation. OK. Vous pouvez activer votre micro, votre caméra. Allô, monsieur Joy, vous êtes là? Allô, on ne vous entend pas encore. C'est bon? Oui, c'est bon maintenant. Oui, je suis là. Vous m'entendez? Oui, on vous entend maintenant, c'est bien. Allez-y, continuez. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Vous m'entendez? Oui, je vous entends bon? bien. Allez-y. OK. Bon, toutes mes excuses pour ce qui s'est passé. Je vais essayer peut-être. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. On m'entendait. Reprendre avec le point 2, où je suis dans un continent, les conditions de vie depuis 2000. OK. Alors, d'après la Banque mondiale, environ 28,2 millions et 42 millions d'Africains supplémentaires risquent d'être refoulés dans l'extrême pauvreté. La consommation des ménages pauvres et vulnérables devrait baisser considérablement en raison de la réduction des revenus du travail et des ménages. Et même si un vaccin est trouvé, le vaccin pourrait perdre son efficacité. En outre, on peut faire
l'hypothèse que la probabilité de pandémies similaires futures s'accroissent à mesure que se poursuit la destruction de l'environnement naturel. La pandémie mondiale a affecté la vie, la santé. Ok. Décidément, avec M. Joy, ça ne marche pas aujourd'hui. Pas, comment dire, tenir contre, enfin, nous adapter aux contraintes de la technologie et puis en nous basant seulement sur cette présentation de Djibril, répondre à quelques questions que nous avons reçues. Nous allons vous envoyer aussi la présentation de M. Joy, ainsi de suite. Alors, il y a M. Djibril est là avec nous, hein, j'espère. Il y a des questions ici que j'ai déjà dans la boîte à questions. OK. Alors, il y a André Nkoussou de la RDC qui voulait savoir s'il est rentable. Est-ce qu'on peut être rentable en s'ordonnant au financement des ODD qui, pour la plupart, nécessitent des fonds publics? Est-ce que les institutions, en cherchant à atteindre les ODD, vont pouvoir atteindre leur rentabilité? Ah, OK. Donc, Sylvestre, je vais commencer par cette question. Oui. Des institutions. Regardez, l'erreur qui est souvent faite, excusez-moi, l'erreur qui est souvent faite par les institutions de microfinance, c'est de penser que non, lorsqu'ils essaient de toucher les ODD, ils ont besoin des fonds publics. Je donne un exemple très simple. Une institution de microfinance qui a un département petite et moyenne entreprise et qui arrive soit à mobiliser l'épargne de ses clients pour financer une partie des micro, petites et moyennes entreprises, et qui arrive un peu à capturer le niveau de création d'emplois, c'est une contribution par rapport à un des éléments des OED. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si vous prenez les 17 objectifs de développement, il y a 69 cibles. Et on peut savoir pour chaque cible, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Il appartient à nos institutions, par des indicateurs, de montrer que même si on est une toute petite institution de microfinance, dans notre zone, dans notre environnement, on est en train de contribuer à l'atteinte des ODD. Je donne un exemple très simple. Vous êtes au nord, vous êtes à Parakou, vous avez une institution de microfinance au niveau de Parakou, vous arrivez à mettre 300 millions de francs CFA de financement pour les micro, petites et entreprises. Les micro, petites et entreprises créent activité génératrice de revenus au niveau de Parakou, vous êtes en train de contribuer à des éléments des ODD. Mais le problème, il faut capturer l'information, c'est ça qui manque. Je dis souvent que nos amis anglophones ont cette possibilité de capturer toutes les informations qu'ils sont en train de faire. Même pour aller dans les toilettes, ils peuvent capturer l'information. Mais nous, on fait beaucoup du positif, mais on n'arrive pas à documenter ce qu'on est en train de faire. Parce qu'on se dit que c'est un travail supplémentaire. Alors que ce n'est pas ça le travail supplémentaire. C'est ce qui va nous permettre après de gagner des ressources au niveau des bailleurs et des investisseurs. Ça, c'est un fait. C'est ça qui nous permet de montrer un fait. Pour montrer qu'effectivement, nous, on est en train de faire une contribution. Même si c'est minime, mais c'est une contribution. Donc, je pense que parfois, on n'a pas besoin d'avoir des sous publics, des ressources publiques pour participer à la fin des ODD. Sur ce que nous faisons actuellement, on peut arriver à montrer notre contribution. Et c'est là où les indicateurs sont importants. C'est là où, Sylvestre, ce que tu es en train de faire en termes de gestion de la performance sociale, on arrive à montrer ce qu'on est en train de faire. C'est là où on arrive à faire des études, PPI, etc. On arrive à montrer que même si on est une petite institution, c'est ça notre contribution. À 300 millions, on a déjà contribué. Si vous nous donnez 300 milliards, on va faire 300 fois plus. C'est ça qu'il faut montrer. Et c'est ça qui nous manque souvent dans nos institutions. Merci beaucoup, Djibril, pour avoir montré aujourd'hui l'importance aussi de la gestion de performance sociale, pour montrer réellement notre impact sur la vie des gens et les aligner désormais sur les ODD. Ouais. Il y a Julien Envers du Bénin, qui est de Vital Finance, qui voulait savoir quelles sont les dispositions pratiques que doivent prendre les SFD de la sous-région
pour corriger le déséquilibre induit par les effets néfastes de la COVID-19. OK. Moi, je pense que c'est la discussion que j'ai avec beaucoup d'institutions que j'appuie actuellement. Je dis, vous aimiez un business plan, mais je ne dirais pas que le business plan est devenu obsolète, mais il faut commencer à revisiter votre business plan. Il faut commencer à revoir la stratégie. Toutes les institutions, et même les institutions qui étaient en train de repenser à une nouvelle stratégie, je pense que c'est le moment idéal pour intégrer un certain nombre d'éléments. Et c'est ce que je disais souvent. Il y a deux éléments. Si on a cette capacité à mobiliser l'épargne publique pour financer nos activités, souvent je dis tant mieux. Mais quand même, il y a comment dirais-je, une leçon apprise avec Covid, c'est que même les institutions de microfinance qui avaient cette capacité à mobiliser de l'épargne, en un certain moment, on a eu une frilosité des épargnants qui se disaient, au lieu de mettre mon épargne dans ces institutions de microfinance, pourquoi ne pas mettre ça dans mon compte Orange Money et avoir accès à tout moment? Donc, ça veut dire que ces institutions qui n'étaient pas en partenariat avec les fintech, avec les compagnies, des opérateurs de téléphonie mobile, c'est l'occasion de commencer à réfléchir par rapport à ça. Et qu'on le dise ou pas, le concept de cashless, de plus en plus, va se faire. De plus en plus, là, le cash aura tendance non pas à disparaître, mais à diminuer. Et ça pour deux raisons. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a d'autres virus qui vont venir. Ce ne sera pas seulement Covid. Les gens sont en train de se dire il y a Covid et il y a d'autres souches qui vont venir. Il y a d'autres types de virus qui vont venir. Donc, de plus en plus, distanciation va continuer. Donc, il faut essayer de voir comment faire pour faire du business, ça pour avoir ce contact. Ça, c'est un élément. Mais les États aussi, de plus en plus, si vous regardez les tendances que nous avons, les États sont intéressés par le cashless. Parce qu'ils vont se dire, si on n'utilise pas le cash, on utilise les formes formelles qui permettent de faire la traçabilité de l'économie réelle en tant que telle. Donc, de plus en plus, on sera dans ce. Donc, il faut revoir la stratégie que vous avez actuellement. Il faut essayer de voir, est-ce que réellement, en tant qu'institution de compétence, ne pas seulement dire dans votre mission que nous sommes là pour appuyer les femmes, pour vaincre contre la pauvreté, et il faut aller au-delà pour voir exactement qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Est-ce la théorie à la réalité, vous êtes en train de faire exactement ce qu'il y a au niveau de votre mission et de votre vision. Donc, si vous arrivez à transcender cela, avec l'appui peut-être d'un certain nombre, Sylvestre qui est là, qui est d'autres personnes qui sont là, vous arrivez à montrer votre impact. On est dans un monde où il faut montrer qu'on est en train de faire de l'impact. Si vous n'avez pas de l'impact, les bailleurs et les investisseurs ne vont plus jamais vous financer. Il n'y a plus d'argent à perdre. Les ressources sont de plus en plus rares. Il faut montrer la valeur ajoutée. Dans vos transactions, c'est à vous de montrer que nous apportons une certaine valeur ajoutée à la population. Que ce soit les jeunes, les femmes, le monde rural, etc., etc. Si vous le faites, vous pourrez capturer des ressources. Si vous ne le faites pas, vous n'aurez plus jamais de ressources. Ça, c'est une dynamique qui est là et qui va se voir encore dans les années à venir. OK, merci. Il y a Sidibé qui voulait parler. Vous pouvez, Monsieur Sidibé, vous pouvez poser votre question en direct à Monsieur Mbeng. Allô? Oui. Alors, oui. Djibril, bonjour à tous. Bonjour, comment vous allez? Ça va bien. Tout d'abord, je suis très heureux et en tout cas, les analyses qui sont faites sont très pertinentes. Les stratégies de financement et aussi, surtout, l'avenir par rapport à l'adaptation des institutions de microfinance. Donc, ce que je voudrais, vous avez en fait commencé déjà à répondre à ma question, c'est par rapport à la partie de partenariat entre les FinTech, les opérateurs de téléphonie mobile et les SFD. Ceci est extrêmement important. Vous aviez déjà commencé, mais j'aimerais bien que vous développez un peu plus la stratégie parce que les SFD ont la volonté parfois, mais ils ne savent pas comment faire. Comment faire ce partenariat, comment aller vers, se préparer à cette nouvelle coopération, surtout avec les OTM qui restent un peu méfiants, et aussi les FinTech qui
qui reste aussi nouveau. Donc, il y a un écosystème là qu'il faut bâtir. Et comment il faut le bâtir? J'aimerais que vous dites quelques mots. Oui, merci Allo. Vous savez, c'est un point qui est très intéressant. Il y a un document de AFC et de Mastercard qui a été fait en 2015-2016. Moi, c'est un document que j'utilise très souvent. Les gens disent que ça fait partie des meilleurs documents qui ont été conçus durant les 5 dernières années, qui parlent sur tout ce qui est fintech, gestion des risques, etc., avec l'ère de la finance numérique. Et dans cela, ils ont fait une nouvelle cartographie des risques à l'ère de la finance numérique. Dans cette nouvelle cartographie des risques, le risque de partenariat maintenant sort. C'est un élément qui est assez extraordinaire. Effectivement, on est dans un secteur où on a des opérateurs de téléphonie mobile et ces opérateurs ont leurs régulateurs. Souvent, c'est les organes de régulation des télécoms. Nous avons des institutions de microfinance et des banques qui sont régulées par les banques centrales, qui est un autre régulateur. Et la malchance qu'on a dans le secteur de la microfinance, c'est qu'au niveau des opérateurs de téléphonie mobile, leur département juridique fait partie des départements les plus forts. Ils ont des juristes chevronnés parce que c'est des contrats qu'il faut signer. Il y a des éléments de protection des données, etc., etc. Ce qu'il faut, ils ont des départements qui sont très forts. Ce qui n'est pas le cas dans les institutions de microfinance. Ce n'est pas le cas. Ce qui fait que de plus en plus, on a besoin, les institutions ont besoin d'appui en termes de négociation. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des partenariats, des négociations entre les banques et les OTM, mais à la fin de la journée, c'est comme si les clients, tous les clients des institutions de microfinance appartiennent à la base de données de l'opérateur de téléphonie mobile qui peut l'utiliser pour faire d'autres éléments de stratégie et de marketing, etc. Et c'est là où les négociations doivent rentrer. Je ne suis pas un expert en ça, mais je sais qu'en Afrique aussi, il y a quelqu'un qui s'appelle Iyaz Mita. C'est ce qui vient à Boulder le connaissent. Il travaille beaucoup avec l'AFD, avec AFC, avec la Banque mondiale, avec UNCDS. C'est quelqu'un qui appuie beaucoup d'institutions de microfinance parce qu'il a beaucoup travaillé sur ça. Donc, il faut une spécialité par rapport à ça. Et là, à ce niveau, je pense que pour les institutions qui veulent se lancer à ça, UNCDF peut être une porte d'entrée parce qu'ils appuient beaucoup d'institutions à faire ces différents. Et si vous y allez comme ça à l'aveuglette, ce ne sera pas un partenariat gagnant-gagnant. On a vu beaucoup d'institutions qui ont commencé, mais après qu'ils se rendent compte, mais nous travaillons beaucoup plus pour ces gens que pour nous. La charge de travail est importante. Nous mobilisons des ressources qui ne sont pas gardées dans les flottes que nous ne pouvons pas utiliser. Et même souvent, ça a un impact au niveau de notre trésorerie. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir. Il faut une stratégie spécifique. Il y a des experts dans ces domaines de partenariat, souvent qui vont chercher. Pour ceux qui ont besoin du contact de IAS, je peux leur donner le contact de IAS. Un francophone, anglophone, il fait un travail extraordinaire dans ce sens. Et il travaille beaucoup avec UNCDF, même en Afrique aussi du Sahara. Je pense en Côte d'Ivoire et dans beaucoup de pays, il travaille avec UNCDF. Merci Alou, j'ai répondu à la question. Ok, merci. Bien sûr, merci. Merci beaucoup, Djibril. C'est très bon. Merci bien. Il y a M. Sarr qui voudrait savoir qu'est-ce qu'on peut comprendre qu'est-ce qu'on peut entendre par emploi décent dans nos contextes où 85% des économies sont dans l'informel. Ah, ok. Ça, il y a eu beaucoup de discussions en cours entre les États et même le BIT pour une définition de l'emploi décent. Il y a beaucoup qui pensent qu'un emploi décent, il y a un minimum, ce qu'on appelle le minimum de rémunération qui est fixé parfois au niveau de chaque pays. Ça, c'est un élément. Maintenant, on dit souvent, il y a même l'âge de l'employeur. Parce que lorsque vous utilisez des enfants pour travailler, ce n'est plus un emploi décent. Il y a maintenant des structures qui ont intégré d'autres éléments, c'est-à-dire s'il y a déforestation des éléments, les mines, etc., des choses qui détruisent la couche d'ozone, on se rend compte que c'est des éléments qui nous mettent un peu à côté. Donc, c'est quelque chose souvent qui est textualisé au niveau des pays. Le BIT est en train de travailler sur ça. Dans beaucoup de pays, on essaie de voir quel est le minimum de rémunération. C'est le taux de journalier ou bien le taux horaire. Et essayer de voir est-ce que c'est un travail qui sera continu sur le moyen et long terme ou pas. Parce que souvent, on peut créer un emploi sur 1 ou 2 mois et la personne va retourner dans un scénario de pauvreté. Donc, ça aussi de plus en plus. Mais si vous regardez ce document
du PNUD qui porte sur les 17 objectifs de développement et les 109 cibles, il y a un des cibles, vous pouvez l'avoir sur Google, hein, l'un des cibles, ils ont expliqué des éléments en termes d'emploi décent. OK? Merci beaucoup. Il y a M. Ngonou Kokou qui veut, je vais lui permettre de parler en direct. Activez votre micro, oui. Monsieur Kossi, allez-y. Bon. Allô? Allô? On ne vous entend pas. OK, monsieur Béanzin, allez-y maintenant, activez votre micro et puis posez votre question. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, j'ai suivi Monsieur Djibril avec beaucoup d'intérêt et je m'aperçois que effectivement, depuis l'avènement de la pandémie du Covid-19, l'humanité tout entière vit dans une psychose incommensurable et en nous référant au phénomène de la distanciation sociale et physique, on s'aperçoit que c'est-à-dire que l'économie réelle, vecteur de croissance économique en Afrique, est fragilisée. Et cela est dû au confinement que la majorité des pays ont adopté dans le souci de limiter, de restreindre ou de freiner la propagation de la pandémie. Donc, on perçoit de nos jours que les plus vulnérables sont les PPTE, notamment les acteurs de l'économie réelle. Alors, à cet effet, quelles sont les solutions idoines que l'organe de contrôle, de régulation et d'accompagnement, du point de vue étatique, par exemple, au Bénin, le Fonds national de finances propose en vue d'une résilience efficace à la résolution de différentes problématiques auxquelles les acteurs de l'économie réelle sont confrontés, à savoir l'insolvabilité lors du remboursement des dettes, les garanties et fonds propres de l'acquisition des prêts, par exemple. Alors, donc, autrement dit, quelles sont les prédispositions nécessaires qui sont prises afin que ces acteurs de l'économie réelle puissent bénéficier d'un accompagnement technique et financier adéquat? OK, merci. Oui, merci, monsieur. Vous savez, la particularité de Covid, c'est que c'est une pandémie qui a atteint pratiquement, qui touche tous les pays du monde. Ce qui fait qu'on était dans des situations, je donne un exemple très simple, on était dans des situations de Ebola, de paludisme. C'était orienté dans un certain nombre de pays, ce qui fait que les pays développés, la coopération bilatérale et multilatérale pouvait marcher à fond pour aider ces pays à sortir de la situation. Mais avec cette pandémie, même les pays développés, les États-Unis, sont confrontés au même problème que le Sénégal, que le Bénin. Nous avons les mêmes problèmes. C'est vrai que vous avez parlé un peu des régulateurs et c'est ce qui s'occupe de la promotion. Dans nos différents pays, les États ont essayé de faire des choses. Mais le paradoxe que nous avons avec cette maladie, je donne un exemple très simple. Je donne un exemple. Un État qui dit, comme le Sénégal, je vais mettre 1000 milliards de francs CFA pour booster mon économie et aider un certain nombre de structures. Sur 1000 milliards, il y a une bonne partie qui est tirée des fonds que nous avons au niveau du FMI. Il y a des partenaires bilatéraux et multilatéraux aussi qui aident notre État. Il y a une proportion qui est utilisée pour appuyer le secteur financier et les PME. Mais l'appui est tellement, comment dirais-je, minime que finalement, il est très difficile de voir l'impact. Mais si à cela, on associe le fait que la Banque centrale avait dit, surtout au niveau de notre zone, que pour les 3 premiers mois, je pense que c'était juin à septembre, les échelonnés, donc ça pose encore un autre problème. On est dans une situation où c'est comme s'il y a le sang qui sort, mais en termes de garrot, pour arrêter le sang, on arrive à avoir des problèmes pour trouver un bon garrot pour sortir ça. Ce qui fait que tout ce qu'on peut faire, et c'est quelque chose qui va se faire sur le moyen et le long terme, c'est essayer de changer le paradigme, de changer de priorité. Pour une institution qui n'est pas du tout intéressée par l'agriculture, c'est le temps de l'agriculture. Parce que de plus en plus, les pays asiatiques vont fermer leurs frontières, les importations de biens vont diminuer, c'est l'occasion de booster notre agriculture. Ça, c'est un élément. Les petites et moyennes entreprises
le niveau de formalisation doit s'accroître au fur et à mesure. Parce qu'avant, il y a beaucoup de structures informelles qui étaient là, qui portaient bien. Mais lorsqu'il y a eu la crise, même pour bénéficier des aides, on dit, mais on ne connaît pas. Donc, il faut se formaliser et essayer de voir comment booster l'économie réelle. Ah, mais à ce niveau maintenant, c'est la volonté des pays. Donc, je peux prendre le cas du Rwanda. Au Rwanda, il y a une volonté étatique qui permet de booster davantage l'économie locale en utilisant souvent des ressources internes et en faisant une réallocation des besoins. Les gens, ce qu'ils ont fait, les dépenses qui étaient prévues pour les infrastructures et tout ça, les ont réorientés vers l'agriculture, la santé et les autres. Mais si vous regardez, nous, dans le pays, je ne suis pas en train de mon pays, hein, mais nous, on continue à construire des routes. Oui, on a besoin d'infrastructures. Mais on est dans une période où il faut la micro, petite et moyenne entreprise, il faut la micro et petite industrie qu'il faut développer. Parce que les ressources que nous avons, les matières premières que nous avons, c'est l'occasion de faire des industries de transformation, même à petite échelle, pour booster l'emploi, pour booster le travail. Et là, je pense qu'il ne faut pas beaucoup attendre des autres pays, mais il faut beaucoup plus, au niveau interne, qu'il faut jouer sur ça. Et quand même, là où c'est important, c'est de plus en plus, il y a des fonds en train de monter de part et d'autre. Ce qu'on appelle des fonds de résilience. Beaucoup de pairs et d'investisseurs sont en train de monter des fonds de résilience qui sont dédiés à des institutions de microfinance pour les aider à arrêter les crises de liquidité et pour leur donner la possibilité de faire développer davantage le portefeuille crédit en ciblant un certain nombre de secteurs. Les chaînes de valeur agricoles, ça peut être la petite et moyenne entreprise, ça peut être des secteurs liés à l'éducation, la santé, etc. Il y a des fonds qui sont en train d'être montés et de plus en plus, je pense, dans les mois à venir, je ne veux rien dire pour le moment, mais vous verrez que de plus en plus des fonds qui vont apparaître, même au niveau de l'Afrique aussi du Sahara, pour financer un certain nombre d'institutions de c'est une vision globale qui est là. Les gens pensent qu'il n'appartient pas à un État d'appui, mais chaque État doit utiliser ses ressources personnelles d'abord et essayer de voir quel est le niveau de résilience qu'on peut mettre sur la table. D'accord, je vous en remercie, M. Djibril. Alors, est-ce que je peux ajouter quelque chose? Allez-y, allez-y. Merci beaucoup. Merci, M. Fronton. Alors, à mon humble avis, donc à ce titre, il sera impérieux également qu'au niveau national, des initiatives de sensibilisation régulées notamment par l'organe compétent titré chargé de la création, du contrôle et suivi des entreprises nationales, telles qu'au Bénin, par exemple, nous avons ATIEX, soient prises afin d'éclairer les promoteurs d'entreprises et de projets concernant les différentes possibilités d'acquisition de financement, d'accessibilité au microcrédit, de garantie, de fonds propres, en vue de leur meilleure opérationnalisation. Alors, je pense que nous devons essayer de marquer un point essentiel sur la sensibilisation des promoteurs d'entreprises. C'est aussi un point culminant. Exactement, exactement. Tu as parfaitement raison. Et juste ajouter un élément. On est dans une période de crise, mais cette période de crise a aussi ouvert des opportunités à certains secteurs. Il y a des secteurs qui ne sont pas en crise, qui ont boosté leurs activités avec la pandémie de Covid. Donc, il appartient à chaque pays de voir quelles sont les opportunités qui ont été ouvertes grâce à la pandémie de Covid, de voir quels sont les types de financement aussi qu'il faut mettre en. Ça, je voulais ajouter ça aussi. Merci beaucoup, Djibril, pour Je vous en remercie infiniment, M. Djibril. Ces réponses très intéressantes. Merci à tous pour la participation et les questions. Je pense que nous allons nous arrêter là pour ce qui est de ce webinaire d'aujourd'hui. Je voudrais vraiment vous remercier pour la présence, pour la confiance et m'excuser vraiment pour les difficultés que nous avons eues avec M. Joy. Je pense que vous connaissez un peu la réalité de notre pays. Parfois, la technologie n'est pas souvent au rendez-vous. On n'a pas les connexions Internet parfois nécessaires à des moments donnés. Donc,
Alors, nous allons continuer vraiment encore avec nos webinaires. Ce qui a été fait aujourd'hui vous sera envoyé. On va vous envoyer les 2 présentations. Si vous souhaitez toujours discuter avec nos experts, vous pouvez toujours nous écrire ou les écrire directement si vous avez le contact. Mais si vous souhaitez notre intervention, nous pouvons faciliter les mises en relation. Alors, notre prochain webinaire va porter sur la communication digitale, qui est un élément aussi important aujourd'hui au niveau des institutions pour pouvoir réellement communiquer en utilisant les canaux actuels qui facilitent cette interaction nécessaire à une meilleure compréhension, à une fidélisation et à une meilleure utilisation des services. Donc, nous allons parler un peu de la communication digitale dans notre prochain webinaire. Alors, quelles sont les informations utiles qu'on peut vous donner? Il y a actuellement une initiative de ADA pour renforcer la gestion des ressources humaines dans le secteur de la microfinance. Et pour ça, ils ont lancé une enquête pour essayer de voir le point des pratiques de gestion de ressources humaines. Et si vous remplissez ce questionnaire en ligne, vous pouvez même bénéficier d'une bourse pour participer à cette initiative. Donc, voilà les liens. Je les ai envoyés aussi dans la boîte chat. Vous pouvez vous connecter pour voir si cela vous intéresse. Il y a un webinaire international qui sera modéré par M. Jean-Claude Tetika, le DG du Fonds pour la promotion de la microfinance pour l'inclusion financière en RDC, le 21 janvier, sur un thème qui est vraiment en lien un peu avec ce que nous sommes en train de faire. Cette nécessaire adaptation dont parle Djibril, c'est à quoi ressemble la nouvelle normalité et comment les institutions peuvent-elles fournir des services financiers responsables au MPME. Donc, effectivement, avec la crise de la Covid, il est nécessaire de se transformer et cette transformation doit ressembler à quoi? C'est de quoi va parler ce webinaire. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire aussi. Je vous ai aussi envoyé la boîte et le lien dans la boîte chat. Donc, merci à tous pour votre participation et pour vos interventions. C'est vrai que peut-être que tout le monde n'a pas eu droit à ces questions, à des réponses à ces questions, mais je pense que les discussions continuent. Si vous avez besoin de quelque chose, écrivez-nous, nous sommes là pour ça, nous sommes disponibles. Et nous espérons vous retrouver très bientôt pour vous parler un peu aussi de notre plan de formation pour 2021 et de nos différentes offres et pour pouvoir trouver ensemble avec vous les points, les éléments d'attente pour vous faire bénéficier de tout ça. Merci, bonne soirée. Merci à Djibril pour cette participation. Malheureusement, vous êtes retrouvé seul jusqu'à la fin. C'est les aléas du direct de la technologie. Merci pour cette disponibilité. Et merci aussi à M. Joy qui a quand même fait de son mieux pour être avec nous. Malheureusement, la technique n'était pas au rendez-vous. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Merci, à très bientôt.